Vous servir l'information ayant meublé les 7 jours de la semaine, c'est ce à quoi nous nous attelons dans ce magazine sur la chaîne de l'espoir. Alors, bonsoir et bienvenue à vous depuis Thiévié et Lomé. Nous sommes le dimanche 9 juillet 2017 et au menu de cette émission, nous parlerons de la cérémonie de purification, la mise en place désormais d'une CENI technique, la crise universitaire et les universités sociales. Le décor ayant été planté, l'invité du jour n'est plus à présenter. C'est un habitué de la maison, mais quand même, cela ne nous empêche pas de le connaître à fond. Monsieur Laurent, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je vous remercie aussi de m'avoir invité encore une fois sur votre plateau. Oui, je l'ai dit, bon, vous êtes un habitué de la maison de E47. Comment vous portez-vous? Je me porte très bien. Et comment vont les Suédois? Les Suédois se portent aussi très très bien. Puisque vous êtes à cheval entre le Togo et la Suède. Voilà, nous nous portons tous bien. Et quand est-ce que vous nous offrirez une opportunité d'aller connaître ce beau pays dont vous faites tant l'éloge? Oui, je pense que c'est vrai, c'est une belle question. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et j'y pense souvent, surtout vous les journalistes, au moins de venir voir comment les choses se passent en Suède. Et surtout, pourquoi pas créer des émissions, animer des émissions, créer des émissions, revenir ici et puis les faire passer. Et surtout, ça serait une bonne chose que ça se passe dans un moment de campagne, et les campagnes électorales en Suède. Vous allez voir comment ça se passe, comment nous organisons les campagnes. Et puis, bon, vous aurez à rencontrer des gens, se poser des questions et surtout comment ce pays se gouverne. Et comment ils sont arrivés à ce niveau-là aujourd'hui, du berceau à la tombe. Ça, c'est des questions que j'aurais aimé effectivement que les Togolais essayent de poser comme question en Suède pour que nous puissions aussi apprendre quelque chose d'eux et surtout de l'implémenter chez nous. Nous allons l'implémenter selon notre concept. On n'est pas obligé de faire ce qu'ils font. Mais on peut, à partir de ce qu'ils font, de ce qu'on a appris, on peut au moins aussi faire quelque chose pour le bonheur de notre pays, le bonheur de la population togolaise. Et tisser une relation entre les journalistes suédois et togolais, est-ce possible? Ah oui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer le journal sur la Suède aujourd'hui au Togo. S'il n'y a pas un événement capital, qui fait que, bon, alors, il faut parler de la Suède, donc personne n'aura à parler de la Suède. Mais je pense que ça serait une bonne chose, que cette relation, que nous créions une relation pareille. Ensuite, rien du Togo ne se passe là-bas d'ailleurs. Il va falloir qu'un événement capital se passe, et c'est dans ce cadre qu'on va nous parler de Togo en Suède. C'est dommage. Mais ça serait une bonne chose de créer une relation avec les médias, c'est-à-dire les journalistes togolais, les médias du Togo, pour qu'on puisse vraiment aller dans le vrai sens du journalisme. La façon dont vous appréciez ce pays, si vous avez donné l'opportunité de choisir entre le Togo et la Suède, lequel si j'ai à choisir entre le Togo et la Suède, non mais le Togo c'est mon pays, hein, c'est mon pays natal. Et je suis originaire du Togo, donc rien ne peut couper vraiment cette relation entre le Togo et moi. Donc je suis togolais, et je mourrai togolais, malgré que nous avons, j'ai la nationalité suédoise, pour ne pas perdre ma nationalité togolaise et pour ne pas perdre aussi le togolais que je suis, j'ai dû opter pour une double nationalité, quitte à celui qui juge ça mauvais ou bon. Pour moi, ce n'est pas là le problème. C'est que mon problème, c'est moi qui vais travailler. C'est mon intelligence que je mets en jeu. Donc, ce n'est pas une nationalité que je mets en jeu. Donc, quelque part, je prendrai le Togo, de toutes les façons. Ça, il faut dire la vérité. Vous prendrez le Togo. Et en tant qu'homme d'affaires de la Suède, quel regard économique souhaiteriez-vous pour notre pays, le Togo? Vous savez, quand nous parlons d'économie, notre pays n'est pas encore là. Je suis souvent, ou bien j'ai souvent suivi et écouté
tout ce qui se passe dans notre pays et dans le domaine économique. Et il y a beaucoup de gens qui passent ici, beaucoup de sociétés, plusieurs sociétés, des grandes sociétés. Et on nous a toujours dit que ces sociétés viendront s'installer. Mais je me demande combien sont ces sociétés qui sont venues s'installer. Je pense quelque part que nous avons de sérieux problèmes. Et donc, si moi, j'ai vraiment à donner à ce pays, ce n'est que je vais beaucoup m'atteler dans l'économie togolaise. Et surtout, en ce qui concerne la création des industries et la mise en place des sociétés. Il y a des opportunités. Les gens veulent bien sûr venir, mais la question est de savoir pourquoi ils ne veulent pas. Quel est le problème? Bon, j'ai des amis qui ont tenté de venir s'installer. Bon, après, ils ne l'ont pas fait. Des Suédois. Bon, alors, c'est quoi? Il va falloir quand même que, en tant qu'autorité, qu'on essaie de dégager le pourquoi. Donc, ce n'est pas la Suède seule. Il y a beaucoup de pays. Donc, quelque part, je pense que moi, mon intention pour ce pays, c'est de le développer économiquement et surtout dans le domaine de l'industrie, créer du travail aux Togolais et faire en sorte que tous les Togolais puissent trouver de quoi nourrir leur auguste personne. C'est vrai qu'on ne peut pas trouver du travail à tout le monde 100%, mais tout au moins, je pense que mon idée, c'est de mettre en place un système qui puisse donner de nourriture à tout le monde, c'est-à-dire, mais vous ne travaillez pas, vous avez l'opportunité de gagner quelque chose, puisque ça se fait dans les pays. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs. Et donc, je pense que ça peut y aller. On a la possibilité, le Togo a toutes les possibilités pour pouvoir aller dans ce sens-là. Si les investisseurs étrangers ne veulent pas venir dans notre pays, est-ce la faute au pays, au système, ou bien il y a d'autres problèmes? Oui, mais vous savez, en toute sincérité, au fait, le système a été amélioré, ça c'est vrai, et que tu peux créer ton entreprise, paraît-il, en 3 jours, en 4 jours, en 1 semaine, c'est une bonne chose, mais quelque part, il y a le système, c'est-à-dire les gouvernants. Reste à savoir leurs exigences, parce qu'il ne s'agit pas de dire que je peux venir en 3 jours créer une société, et puis après, il y a des exigences, des obligations de gauche à droite. Tout cela, ça fait que, bon, on ne peut pas. Bon, on peut partir quand même de ce système que nous n'avons pas beaucoup de ressources, mais devenir riche. Et là, c'est les sociétés qui rendent un pays riche. Je pense aussi que si déjà les sociétés étrangères n'arrivent pas, la question de savoir est-ce que les sociétés locales, c'est-à-dire ceux qui sont les locaux nous-mêmes que nous sommes, est-ce que nous arrivons à réussir? Bon, pourquoi on ne réussit pas? Quel est le problème? Alors là, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas et je peux nous dire que ça dépend vraiment du système. Vous avez fait l'expérience, on vous a vu une fois lors de la foire internationale de Lomé, vous avez ramené des produits et qu'est-ce que vous avez pu tirer de cette expérience? Oui, mais tout au début, on pensait que ça allait bien, donc on avait tellement une confiance, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que nos sociétés qui sont venues pour s'installer ont eu des sérieux problèmes, donc ils se sont retirés. Bon, il y a certains produits que nous avons essayé de mettre sur le marché. Bon, ça a été difficile, ça n'a pas marché non plus. Mais ce n'est pas là le problème. On peut continuer, on peut essayer de faire des publicités surtout sur ces produits-là, de façon à les écouler. Mais quelque part, la société n'a pas accepté. La société togolaise n'a pas accepté. Et quand je parle de la société togolaise, je parle toujours encore du système en place. Moi, je pensais que ce sont les consommateurs qui n'ont pas apprécié le produit. Vous savez, les consommateurs ont aussi quand même beaucoup de rôle à jouer dans la bonne marche des produits. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Le consommateur ne cherche que ce qui est bon. Et même si ça coûte cher, si c'est bon, il y a quand même une classe qui est acceptée, qui accepte quand même le produit. Mais toutefois, avant que la chose ne marche, je nous dis encore une fois de plus qu'il y a ce que nous appelons le système. Et pour résoudre ou bien trouver une solution pour que les affaires puissent passer comme de l'eau sur le dos du canard, vous avez créé une association. Je vais parler de votre parti, c'est le PSDT. Comment va le PSDT? Le PSDT se porte très bien. Nous nous portons vraiment très bien. Nous essayons toujours à faire ce qui est de notre mieux
pour apporter de l'eau au moulin. Bon, quitte à maintenant que le moulin ne marche, si on met n'importe quel litre d'eau dans le moulin, si le moulin ne tourne pas bien, donc ça ne peut pas marcher. Alors, quitte à voir si le moulin marche bien, si ça tourne très bien. Sinon, nous sommes là et nous essayons d'apporter de l'eau au moulin. Et des activités en vue? Oui, on a eu quand même des activités. Nous avons aussi des activités en vue présentement. Donc, je pense que nous allons sillonner, j'avais dit à partir de 6 mois, nous allons mettre les 6 mois restants pour visiter, c'est-à-dire l'intérieur, aller vers les autres camarades et puis les soutenir de façon à ce qu'eux aussi qu'ils puissent bien conduire le travail qu'on leur a confié. De toutes les façons, on a prévu même demain avoir une activité dans le marché de Baie, c'est-à-dire le quartier de Baie. Mais bon, compte tenu de certaines obligations, nous avons reporté. Nous venons de reporter cela aujourd'hui sur le mardi prochain. Donc, puisque pour nous, il faut respecter la loi, il faut respecter ce qui est dit. Nous ne sommes pas là pour aller contre le gouvernement ni pour aller contre la loi. Mais nous sommes là pour faire la loi. Mais si la loi nous oblige à être contre la loi, nous serons obligés d'être contre la loi. Mais si nous voyons que nous avons l'obligation de respecter la loi, ce qui est bien écrit, nous sommes appelés à respecter. Donc c'est dans ce cadre que nous reportons notre rencontre avec la population sur le mardi prochain. Est-ce que cette tournée, c'est pour les sensibiliser par rapport à la décentralisation qui s'annonce pour bientôt? Oui, nous avons d'abord dans ce programme, nous avons toujours à présenter notre parti, notre programme, et pourquoi nous voulons nous aussi avoir le pouvoir, pourquoi nous cherchons le pouvoir, parce que chaque parti politique cherche le pouvoir. Donc on ne cherche pas le pouvoir parce qu'on veut aller au pouvoir. Et en plus, nous ne sommes pas là non plus pour diaboliser qui que ce soit, mais nous voulons dire la vérité. Et nos rencontres avec la population de leur expliquer qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons et comment nous comptons faire la chose. Comment nous comptons utiliser la chose publique. Ça, c'est le premier objectif. Second objectif, nous leur parlons un peu de la décentralisation et surtout la décentralisation qu'on vient de nous donner. Est-ce que nous allons consommer? Oui. Comment est-ce qu'on va consommer cette... comment appelle-t-on? La loi portant création. La loi portant création de cette décentralisation. Bon, voilà ce que nous voulons expliquer à la population. Mais on ne veut, ça ne veut pas dire que nous voulons soulever une population. Non, ça ne, c'est pas dans notre programme. Nous, on ne va jamais soulever une population contre un gouvernement. Mais notre objectif, c'est d'expliquer au gouvernement. Peut-être les explications que nous allons apporter vont plutôt aider le gouvernement et vont plutôt aider nos gouvernants à s'en sortir mieux. On ne sait pas, mais nous sommes appelés à faire quand même de notre mieux. Donc nous allons parler de la décentralisation. Et est-ce que vous préparez des candidats pour occuper des postes lors de des élections locales? Oui, nous préparons des candidats, ça il faut le dire, mais pour nous, nous sommes un parti politique qui, au fait, que nous disons, nous sommes un parti politique d'avant-garde. Ce n'est pas de dire qu'il y a des élections et nous irons aux élections. Nous irons aux élections. Mais combien de communes nous allons postuler? Ça, c'est ça, nous, notre objectif. Nous ne sommes pas là pour dire que nous allons postuler sur toute l'étendue du territoire. Alors, ça ne faut pas quand même se leurrer. Mais parce que c'est une affaire économique. Non, ce n'est pas seulement affaire d'économie. Ça, en toute sincérité, vous savez, le Togo est grand. C'est un tout petit pays de 57 000 km², mais c'est grand, c'est profond. Il y a des lieux où je ne suis pas sûr qu'on peut aller. Aujourd'hui, nous existons il y a au fait 5 ans, parce que nous avons créé ce parti en 2012, le même jour que l'UNI est en train aussi de se créer. Et à Atakpame, oui. À Atakpame, on était tous à Atakpame. Alors, donc, mais eux, ils ont commencé à travailler plus que c'est le fils d'un père qui existait déjà, et d'une mère qui existait, et qui est un très grand parti. Donc, ils ont commencé immédiatement avec le nom et
On dirait seulement changement d'habit parce qu'on a quitté RPT pour s'habiller à Unir et ce sont toujours les mêmes membres. Je ne peux pas dire que si c'est un changement d'habit ou pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont partis du RPT à l'Unir. Donc là, je veux bien placer mon mot. Hein, et voilà. Et maintenant, nous, on a commencé à agir à partir de 2014. Donc 2 ans, on a pris 2 ans quand même pour réfléchir, pour chercher les idées, les mettre en place, discuter et autres là. Et c'est en 2014 qu'on est sorti. Donc déjà là, on ne peut pas nous dire que, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes sur tout. Parce que quand nous parlons de toute l'étendue du territoire, il faut savoir, hein, parce qu'il y a des villages que nous, PSDT, nous sommes dans des villages aujourd'hui qui n'ont même pas l'UNI, qui n'a même pas, qui a pas de parti politique. Surprenant. Oui, nous sommes les premiers dans ces villages. Est-ce que vous voyez? Alors, donc nous sommes en train de chercher à aller dans ces coins-là. Donc, quelque part, ce n'est pas une question d'économie, c'est une question de stratégie, c'est une question d'électorat aussi. Bon, ce n'est pas tous ceux qui vous acclament, tous ceux qui sortent quand vous sortez, et ne sont pas tous vos électeurs, ne sont pas tous vos lecteurs. C'est des curieux qui sortent pour écouter, pour voir. Vous avez encore vos adversaires qui viennent pour écouter, pour voir, pour prendre de vous. Alors donc si vous comptez sur tout ça pour dire que nous avons des électorats, pour nous, au PSDT, nous faisons beaucoup attention. Nous disons non, c'est pas ça. Et par rapport aux communes et la loi portant création des communes, comment l'avez-vous digéré? Est-ce que vous êtes partant pour une telle loi? Vous savez, si notre pays doit aller à la rencontre de la globalisation dont nous parlons, si nous voulons faire partie de cette globalisation, nous aussi comme un pays, je pense que nous avons une lourde responsabilité et c'est de se réformer. Donc, la réforme en tant que telle n'est pas un problème. La réforme doit être faite. C'est une obligation. Et je donne des exemples que nous-mêmes, nous réformons. Nous essayons des fois de reprendre nos garde-robes, changer nos habits, ça c'est réformer. Il nous arrive des fois à rebadigeonner nos maisons, on les rend propres. Donc c'est la même chose, il faut rendre propres nos lois. Hein, quand les lois sont vieilles, il faut les reprendre, il faut les retoucher, les rhabiller et autres. Alors, donc, réformer, c'est une obligation pour nous. Mais il ne faut pas réformer parce qu'il faut réformer. Il ne faut pas non plus dire que vous demandez des réformes, ok, nous allons vous les donner, on vous donne n'importe quoi. Alors, donc, vous pensez que cette loi, c'est du n'importe quoi? Moi, je me dis que cette loi de 116 communes aujourd'hui au Togo, c'est de n'importe quoi. Et s'il faut faire un rapprochement par rapport à la Suède? À la Suède. Vous savez, la Suède, c'est un très grand pays. Ça fait à peu près 5 ou 6, 7, 10 fois même le Togo. C'est un très grand pays, la Suède. Et si nous comparons la superficie de la Suède et la population de la Suède, comparée au Togo avec 116 communes, je dis non. C'est vrai que le Togo est plus peuplé que la Suède. Parce que quand nous regardons la densité comparée à la Suède, nous sommes vraiment peuplés au Togo, plus que la Suède. Mais avant aussi de parler de cette décentralisation avec 116 communes, mais il faut avoir de l'économie. Nous n'avons pas de budget, on n'a pas d'économie. C'est pour une première fois que notre pays, le Togo, est passé au-delà de 1000 milliards plus pour la première fois. Mais ça ne suffit même pas, puisqu'on a même... Il faut aller chercher de l'argent dehors, chez nos partenaires, pour pouvoir combler encore ces trous de notre économie. Et nous parlons de... Nous voulons faire comme les grands pays qui sont économiquement forts. Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Moi, je me dis que ce n'est pas une bonne chose. Il faut quand même que, quand nous voulons faire les choses, qu'on les fasse d'une façon sincère, honnête, pour que tout le monde puisse bénéficier, pour que le pays puisse aller de l'avant. Il ne faut pas dire que, bon, d'accord, vous voulez, on vous donne, et on vous fait boire n'importe quoi. Pour moi, je pense que c'est mauvais. Nous sommes intelligents.
le Togolais est très intelligent pour qu'on lui fasse avaler et ce qu'on nous a produit là. 116 communes. Certains peuvent dire que c'est une bonne chose. Et il y a aujourd'hui des villages ou bien des cantons qui se disent « Ah, nous sommes devenus communes. Alors là, nous sommes contents. » Est-ce qu'ils savent les inconvénients qu'il y a derrière ça? C'est ça le problème. Mais avant de faire ça, il fallait d'abord expliquer les inconvénients. Je sais que ils ont eu à rencontrer les chefs de village. Ça n'a rien à voir. Combien de chefs de village comprennent vraiment la décentralisation? La décentralisation. Combien ils sont? Ils peuvent expliquer la décentralisation à leurs villageois. Mais on ne peut jamais présenter le mauvais côté. On va présenter toujours le bon côté. Non, mais le bon côté qu'ils ont présenté, allez demander à ces chefs traditionnels d'aller présenter ce bon côté. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne maîtrisent même pas le bon côté. Mais non, tu ne peux pas aller expliquer quelque chose à quelqu'un une seule fois ou deux fois. Vous les rassemblez dans une salle, faire une conférence dans une salle et expliquer, dites à la personne d'aller donner ou bien d'aller expliquer aux autres. Non, quand même, il ne faut pas se moquer des gens. Mais c'est des formations qu'on donne. Il faut au moins... Et ces chefs de village, non. Non, c'est nos chefs traditionnels. Non. C'est vrai, ils sont appelés à comprendre, ils sont appelés à comprendre ce qui va se passer. On a besoin de les expliquer la chose, mais pas de cette façon. Maintenant, il fallait plutôt organiser chaque village, ou bien chaque chef canton, ou bien chaque communauté de trucs, s'organise et envoyer des gens à la formation, recevoir la formation sur ce qu'ils veulent. Et comme ça, eux aussi, ils iront dans leur ville, dans leur village, et faire comprendre la chose aux gens. Allez poser la question à tous les villageois, à tous les gens de... Je dis, mais quand même, quand même les intellectuels que nous sommes, on va nous poser des questions sur la décentralisation, on est incapable de dire ce qui se passe. Non, 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 soyons sincères. Soyons sincères. Quand vous-même, les journalistes, quand vous mettez sur place, maintenant vous commencez à vous poser des questions, vous allez vous perdre. Parce que vous ne pouvez pas aller au fond des choses pour expliquer à quelqu'un. Seuls ceux qui sont en train de le faire savent ce qu'ils font. Sinon, moi je pense qu'il faut prendre le temps, même 1 an, pour expliquer cette décentralisation à la population togolaise. Mais c'est la population en même temps qui pousse le gouvernement à aller à la décentralisation. Non, mais la population pousse le gouvernement à aller à la décentralisation. Nous, les partis politiques, nous poussons le gouvernement à aller à la décentralisation. Je fais partie. Je ne dis pas non, mais pas de cette façon. Non, c'est ça le jeu. Pas de cette façon. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas... Vous avez demandé la décentralisation. Vous réclamez des réformes. Prenez-nous, on vous donne la décentralisation. On vous donne les réformes. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Je défie quiconque me dira que les Togolais ont compris la décentralisation. Et pensez-vous, comme l'opposition, qu'il y a eu... Allez à l'université, posez la question à nos jeunes de l'université. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, parce qu'on ne leur a pas expliqué le vrai sens. C'est autre chose de prendre le dictionnaire, de lire ce que les gens ont fait dans les autres pays, de lire la façon dont ils ont fait la décentralisation de leur pays, et nous poser la question, leur poser la question, de nous parler de la décentralisation togolaise, de nous parler de ce que le gouvernement togolais veut nous faire boire comme une décentralisation. Ils peuvent. Et pensez-vous, comme l'opposition, qu'il y a une idée politique et électorale derrière? Non, mais au fait, je peux dire que c'est vrai. Je peux dire que non, je peux dire que oui. Mais au fin fond, il faut quand même dire que ceux qui nous font avaler aujourd'hui cette décentralisation, ils ont des idées derrière la tête. Ils ont des idées derrière la tête. Je nous dis, bien sûr qu'ils n'ont pas expliqué la décentralisation qu'ils sont en train de nous faire avaler. Mais si vraiment nous allons vers les pays, nous allons vers les communes, on va vers Anéhor que je connais un peu. Lac 1, Lac 2. Lac 1, Lac 2, Lac 3, Lac 4 et autres. Il y a quelque part, vous avez à Guégan et puis à Tueta ou bien des choses comme ça. La question est de savoir qu'est-ce qu'ils ont comme richesse. Parce que quand vous voulez même décentraliser, il faut voir si le lieu où, c'est-à-dire là où vous transformez, vous créez, qu'est-ce que les ressources, est-ce qu'ils disposent des ressources pour alimenter la commune? Voilà, alimenter la commune, nourrir quand même ce peuple, créer le travail à ce peuple-là. Mais il faut voir ça d'abord. Mais il y a des lieux où les gens n'ont rien du tout, que la terre.
Bon, d'accord, ils vont labourer la terre. Combien de kilomètres ils ont pour labourer, nourrir combien de peuples? Mais non, quand même. Mais d'après le ministre, ce sont les experts qui ont travaillé et qui ont produit ce résultat. Des experts, oui, bien sûr, ils sont des experts, mais ils ont fait ce qu'ils veulent faire, ce qu'on leur a recommandé de faire. Ou bien sûr, ils ont fait ça pour plaire. Parce que je nous dis, un vrai expert qu'on donne la main libre, la main vraiment libre de réfléchir, de produire quelque chose pour un pays, je m'excuse, je ne les défie pas pour dire qu'ils ne sont pas capables. Ils sont tous capables, mais ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas travaillé avec conscience pour dire que même on envoie, s'ils n'acceptent pas, nous on sait qu'on a fait. Sinon, quand ils ont fait ça, ils ont envoyé au gouvernement. Le gouvernement a quand même analysé et dit mais ça, ce n'est pas bon. Le gouvernement peut le dire. Le gouvernement l'a accepté parce que c'est ce que le gouvernement veut qu'ils ont fait. Et au fait, quand vous critiquez, personne ne dit ok, qu'est-ce que vous dites là, quelque part vous avez raison. Non. L'opposition n'a jamais raison dans ce sens-là. Il faut voter un point, un tiret, et ils ont fait. Quand même, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a personne dans la majorité pour dire non, quelque part, quelque chose ne cloche pas. Donc, quand c'est comme ça, ces experts et la majorité, ils ont fait leur travail, ils savent ce qu'ils ont fait, c'est tout. Mais ils ont défendu une position. Qui a défendu? La majorité parlementaire. Ben, c'est ce qu'ils veulent. Ils ont défendu ce qu'ils veulent. Sinon, consciencieusement, moi je me dis, si on présente, c'est-à-dire je me retrouve en apathie, c'est-à-dire 2 à 2, avec ces députés, il y en a qui me diront, qui sont conscients que ce n'est pas bon. Il y en a qui me diront, qui sont conscients que ce n'est pas bon. Là, même vraiment, je suis conscient, ils diront que ce n'est pas bon. Mais nous pensons que la politique, c'est de cette façon. Il faut mentir. La politique, même quand tu vois la chose qui n'est pas bonne, il faut l'accepter quand ça t'arrange. Or, il faut plutôt que ça arrange la majorité de la population. La majorité parlementaire n'est pas la majorité de la population. Mais ce sont des représentants de la population. Non, attention. C'est-à-dire, si je vote, hein, je te choisis pour aller me représenter, peut-être 2 jours après, je dirais non, que j'ai fait un mauvais choix. Donc quand nous allons compter ces mauvais choix, ceux-là qui ont pensé qu'ils ont fait de mauvais choix, plus ceux qui sont or, je nous dis que cette majorité, au fait, ne fait pas la majorité de la population. Du tout. Parce qu'une majorité de la population ne peut pas agir de cette façon et à chaque moment, il faut voter oui à 100% de majorité. Et quand on sait qu'un projet n'est pas vraiment un projet viable, un projet qu'il faut faire consommer à une population, alors je me dis c'est mauvais. Voilà, la décentralisation doit passer par des élections et qui parle des élections parle d'une CENI. Cette semaine, ANC a fait une sortie pour dénoncer certains faits. Nous suivons le reportage et on revient. Encore de nouvelles dénonciations de la part de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Au menu, la démarche en cours du gouvernement pour la relecture du code électoral dans le cadre des préparatifs des prochaines élections au Togo. Depuis le 29 juin dernier, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a entamé une série de rencontres avec plus d'une dizaine de partis politiques, dont l'ANC, sur le sujet. Au sortir des discussions qui ont porté sur 6 points notamment, sur le respect du délai constitutionnel et de la feuille de route, les contradictions et imprécisions du code électoral, l'indépendance réelle et la composition de la CENI, ainsi que la mise en place d'une CENI technique, l'ANC estime que le gouvernement est en préparation d'un coup de force pour imposer à la classe politique et aux populations togolaises des normes électorales taillées sur mesure. Quand on parle de réforme électorale, ce n'est pas que le code électoral. Il y a aussi la constitution qui est impliquée. Maintenant, le ministre nous a invité pour ce qu'on appelle la relecture du code électoral. Mais la procédure, en le faisant ainsi, nous allons où par rapport à l'APG? Le ministère viole la loi. Le ministère empêche l'indépendance de la CENI. La CENI du Togo est une CENI indépendante. Si la CENI a besoin du ministère, c'est la CENI qui demande au ministère. C'est à sa demande que le ministère vient en assistance à la CENI. Ce n'est pas le ministère qui impose des activités
à la CENI. L'ANC demande à cet effet au gouvernement de surseoir à la démarche en cours au profit d'une discussion sérieuse et franche avec les partis parlementaires. Nous proposons que le ministre mette sur pied une commission pour réfléchir sur la relecture de la loi. D'ores et déjà, l'ANC entend rester sur ses gardes pour de nouvelles démarches en cas d'échec de sa proposition. C'était un reportage signé Herman Adadé. Donc, Monsieur Laurent, vous avez suivi. On va quitter désormais une série politique pour aller vers une série technique. Au fait, qu'est-ce que nous appelons série technique? Moi, j'aurais aimé comprendre parce que on est passé de la CENI. Politique, où il y a une configuration politique et il y a des représentants des partis. Non, vous savez, une représentation des partis politiques. Oui, mais alors maintenant, la CENI ne sera plus composée des partis politiques? Je pense que si on parle de CENI technique, il faudrait faire appel aux experts qui vont composer ce groupe et en même temps, il y aura un groupe de suivi ailleurs qui est composé des hommes politiques. De toutes les façons, moi, je ne maîtrise rien de tout ça. D'autant plus que je n'ai aucun document, je n'ai pas lu ce que vous êtes en train de dire. Comme vous savez, au Togo, il y a toujours des gymnastiques et à chaque approche des élections, il faut trouver quoi. Les partis politiques à l'Assemblée nationale se retrouvent dans leur base, c'est-à-dire dans la CENI, quoi. Ah, oui. C'est la CENI ou le CENI? Oui. C'est la CENI. C'est la CENI. Alors, donc, ils se retrouvent au sein de la CENI. Bon, quitte aujourd'hui, il va falloir qu'on laisse les partis politiques et qu'on crée la CENI technique. Mais ce que moi je peux nous dire, la CENI n'a pas besoin des hommes politiques dans la CENI. Ça, la CENI doit être une organisation carrément neutre. Il n'y a pas politique, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir là-bas pour que chacun défende son parti. Non. Mais ce qui est le problème au Togo, c'est que même ces gens que nous appelons des gens neutres là, ne sont pas non plus neutres. Voilà là où le bas blesse. C'est triste. Sinon, honnêtement, la CENI n'a pas besoin des hommes politiques. Non, du tout, ni des hommes d'État. Et ce qui se fait aujourd'hui au Togo, chaque organisation doit composer des hommes politiques, c'est-à-dire des partis politiques. C'est pourquoi rien ne marche. Parce qu'il y a tiraillement un peu partout. Ça ne se fait pas ainsi, honnêtement. Et comment est-ce que les élections sont organisées au niveau de la Suède? Les élections sont organisées au niveau de la Suède, c'est vrai. Ceux qui organisent les élections, c'est une organisation d'État et puis c'est tout. C'est des hommes sérieux, ils n'ont pas besoin de recevoir 200 000 francs, 300 000 francs pour faire quoi que ce soit. Non, 1 million, 10 millions, tu ne peux même pas. Et ce que tu dois faire ça consciencieusement. Et c'est des gens aussi qui ne s'affichent pas politiquement. Même, bien sûr, qui font partie des partis politiques, là, tu ne vas pas t'afficher politiquement. Tu es neutre pour... Tu es neutre et c'est des gens formés pour ça. C'est des hommes et des femmes qui sont formés dans ce genre de choses. Alors, ce n'est pas d'aller choisir quelqu'un, n'importe qui, parce qu'il est journaliste, celui-ci, il est enseignant, lui, il est avocat, et on peut créer une bonne CENI. Écoutez, nous avons de sérieux problèmes en Afrique et de sérieux problèmes au Togo. Le problème, je fais partie du problème, parce qu'on n'est pas sérieux, on ne veut rien faire honnêtement, on ne veut vraiment pas donner la chance à ce pays d'aller de l'avant, sinon, les étudiants sont là. On peut puiser depuis 2-3 ans parmi ces étudiants et puis les former, les envoyer quand même recevoir certaines formations sur l'organisation des élections et revenir et mettre en place les institutions. Aujourd'hui, nous avons quand même des opportunités. Il y a tout sur l'Internet. Vous allez dans Google, rien ne peut plus vous paraître bizarre. Alors, mais ce qui est bizarre dans notre pays, c'est que on n'est pas sérieux. Voilà. Sinon, CENI technique ou pas CENI technique, on n'en a même pas. On a besoin d'une CENI. Et la CENI n'a pas besoin des partis politiques. Donc, si dans nos accords, dans notre constitution, dans nos accords, on a mis ce genre de choses, c'est tout simplement pour barrer la route à des opportunités bizarres que le pouvoir essaye de mettre en place. Comme c'est le pouvoir qui doit toujours organiser. Mais il faut quand même des institutions vraiment neutres pour le faire. Et vous savez, le pouvoir doit aussi apprendre
à rester sous les institutions. Mais notre pouvoir, nos gouvernants togolais restent toujours déçus des institutions et des lois. C'est ça qui est mauvais. Sinon, je ne pense pas que tout ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui avec cette histoire de CENI va se passer. Que des partis politiques soient membres de CENI, que les partis politiques ne soient pas membres de CENI, nous avons besoin d'une CENI, mais il faut quand même que des personnes CENI soit vraiment sincère et sérieuse. Et que ces gens, ces hommes et ces femmes disent, nous voulons le bien de ce pays, voilà, pour organiser de vraies élections, de sincères élections. La CENI organise des élections qui sont contestées, amenant la violence, et nous en avons connu de 58 jusqu'à 2005. Et pour enrayer tous ces maux, on est en train de purifier le Togo des âmes, pour apaiser ces âmes qui sont parties avec le cœur triste. Comment est-ce que vous prenez cette cérémonie de purification? Oui, je pense que la cérémonie elle-même, c'est un problème. Pourquoi? Mais l'idée est très bonne, pour moi. L'idée est très bonne parce que c'est une idée qui m'arrive chaque temps quand j'essaie de voir les problèmes au Togo, les violences, les atrocités, les tueries et tout ce qui se passe. Et même nous avons nos femmes qui sont sorties avec les organisations, la société civile, nues, criées, qui ont maudit le pays. Qui ont maudit le pays en disant qu'elles sont en train de maudire quelqu'un. C'est faux. Elles ont maudit ce pays, leur propre pays. Et après, vous allez labourer, vous allez cultiver sur cette terre, et puis qui va vous produire des choses, vous allez manger. Alors là, vous-même, vous êtes en train de vous créer des problèmes. Quelque part, on n'arrive pas à maîtriser ce genre de choses. L'idée me passe toujours la tête. Pourquoi? En Suède, c'est un exemple typique. C'est un pays qui a fait vraiment de la guerre, beaucoup de guerres, avec l'Allemagne, avec le Danemark et ainsi de suite. Mais arrivé à un moment, ils ont dit, nous devons arrêter avec la guerre. La guerre doit cesser. On a trop tué, il y a trop de sang sur notre terre. Donc ils se sont regroupés, et ainsi il y a les Danois et autres, et ils ont érigé un monument qui représente la paix. Et là, ça s'appelle en suédois Slogetilund, c'est-à-dire là où ils se sont battus. Et la guerre s'est arrêtée là. Donc ils ont ce monument. Le chef, Jean-Claude Lawson-Witt, quand il m'a rendu visite en Suède, je l'ai amené, il a vu. Et en dehors de ça, ils ont dit, fini la guerre. On n'a plus besoin de faire la guerre. Et les atrocités, c'est pour cela qu'eux, ils ne font pas trop de problèmes, que il nous arrive des fois à regarder sur la télévision française, où il y a la marche, et puis bon, il faut... Non, c'est-à-dire, ce n'est plus ça. Hein, ça, c'est des trucs... C'est vieux, donc il faut... Alors, donc, ils ont même... ils ont pris l'arme, c'est-à-dire le pistolet, mais ils ont attaché le bout du pistolet pour que ça ne fonctionne plus. Voilà, pour que ça ne fonctionne. Donc, fini cette histoire de tirer. Alors, l'idée me dit quelque part, pourquoi au Togo ne peut pas faire ça avant qu'il n'y ait pas de purification, honnêtement? Moi, je me dis, si vraiment il m'arrivait à avoir une possibilité, c'est d'inviter les Togolais aussi à créer un truc pareil, un monument pareil. Mais pour créer ce monument, il faut que chacun de nous apporte les armes telles que couteau, hache, pioche, tout ce qui est possible, même des chaussures. On doit prendre tout ce qui est possible, rassembler dans un trou, les verser dans un trou. Nous avons un grand monument au centre de la ville, la colombe de la paix. Oui, là, ce n'est pas le colombe de la paix aujourd'hui n'est plus indiqué pour ça. Mais on peut quand même reprendre ce monument et puis vraiment le transformer en ça. Mais moi, mon idée, c'est que quand on arrive à tout mettre là, chaque ville va le faire.
Et maintenant, on fait des cérémonies de purification, c'est-à-dire il faut prier là, demander, solliciter la paix, oui. Doit demander pardon aux âmes et tout ce qui est possible. Et enfin, transmettre un monument des cieux. Et ça, chacun qui passe 100 ans, 200 ans après, les enfants verront cela et sauront tout ce qui s'est passé dans ce pays. Pourquoi c'est là? Avec des... On écrit quoi? Ici est dirigé pour la paix du Togo. Et là, je me dis, quand je passe là, même quand j'ai encore des idées derrière moi, et je passe là, ça peut m'édifier à dire non, nous avons signé la paix, nous avons demandé la paix, nous avons purifié notre pays. Donc, quelque part, je ne vais plus faire ça. Plus jamais ça. Déjà. Alors, la façon dont le truc est organisé, c'est comme c'est du gymnastique. Pour faire comprendre à la population togolaise que nous avons purifié le Togo. Le Togo. Non. Mais c'est fait. On va accepter. Ce que nous allons demander à la population togolaise, c'est de considérer comme fait. On a purifié le pays, mais on peut toutefois quand même aussi considérer cela et puis aller de l'avant. Sinon, je pense qu'il y a vraiment fausseté dans cette affaire. Mal organisée. Il y a une mauvaise organisation de la part des organisateurs qui... Parce que s'il faut organiser... C'est l'État qui a organisé. Oui, c'est l'État. S'il faut organiser une telle purification, il fallait préparer ça des mois. Des mois. Ah oui, des mois. Trouver les contours, chercher des gens, discuter avec les gens, aller voir les prêtres, discuter avec les... Je sais, ils ont discuté avec les prêtres. Bon. Mais la dernière fois, quand on était à une rencontre de l'Ashkron, ils ont discuté avec les prêtres. Ce sont eux qui ont proposé les cérémonies à faire. Oui, c'est facile de proposer des cérémonies à faire. Combien de temps? Et ils ont mis combien de temps pour préparer les cérémonies? Ils ont eu combien de temps pour discuter comment faire ces cérémonies-là? N'importe quel individu peut arriver et puis jeter des idées qui vont peut-être encore passer mieux. Et c'est comme ça que les églises vont saisir l'opportunité. C'est comme ça que les prêtres vaudous vont saisir l'opportunité. Alors, il ne faut pas déconsidérer la population togolaise. Mieux, c'est d'aller vers la population togolaise. C'est-à-dire, quand par exemple, on présente la chose aux prêtres vaudous, est-ce qu'ils ont discuté avec la population? Je nous dis une chose. Allez-y à l'école, là où ils ont organisé ça, dans le pays des Gains, nous avons une place où les cérémonies se font. Nous avons un lieu où il fallait plutôt aller pour faire. Toute la population de la maison se moque ou bien se sont moqués de ce qui s'était passé hier. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, donc quelque part, pour nous les Gains, pour nous des lacs, on a dit, mais c'est pas ça. C'est un non-événement. C'est un événement, bon, on a vu, c'est passé, mais la réalité n'est pas là. Alors, dans les autres pays, j'ai vu ce qu'ils ont fait à Palimé, mais quand même, excusez-moi, faut-il transporter le vaudou, tout le vaudou d'Europe, aller faire quoi? Parce que c'est de l'amateurisme, il n'y a pas eu de professionnalisme dans ce qui s'est passé, et voilà, on nous fait transporter tout un vaudou d'une maison. Le vaudou ne doit pas être transporté. Je regrette qu'il m'excuse que je suis en train de dire cela. Qu'on ne se fâche pas contre moi, qu'on se corrige, oui. En tant que Togolais, qu'on dise qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, et surtout, en ce qui concerne la tradition, j'adore la tradition. Je suis vraiment un chrétien, c'est vrai, qu'on me traite de n'importe quoi comme chrétien, je m'en fous, mais ce que je sais, c'est que je suis un chrétien, mais ça ne m'empêche pas de comprendre la réalité du terroir, de comprendre la réalité de chez nous. C'est-à-dire, j'adore le Seigneur, j'adore le bon Dieu, mais ça ne veut pas me dire que je vais oublier parce que le Christ est venu. D'accord? Chez moi. En bref, est-ce qu'on peut dire que ces cérémonies vont porter? Et en plus, les pasteurs, les prêtres, comment est-ce qu'ils ont organisé cela? Comment avec les fidèles? Qu'est-ce qu'ils ont discuté avec les fidèles? Quelle idée? Qu'est-ce qu'ils ont eu à aller discuter avant de faire ça? Non, parce que le jour où on a parlé de purification, ça ne fait que quelques jours. Quelques jours. Mais moi, j'aurais aimé que dans mon église, que ça soit un débat vraiment
très débattu et que les idées, qu'on cherche tous les idées pour le faire. Nous allons changer de cap, voilà le cas de la purification des universités sociales du Togo. On va suivre cet élément et on revient pour dire un mot. 13, 14 et 15 juillet 2017 sont les dates retenues par les universités sociales du Togo, UST, pour une rencontre de sociétés civiles africaines et organisations syndicales. Durant ces 3 jours, diverses thématiques seront abordées, notamment la bonne gouvernance, un vecteur fiable de développement, l'armée et les forces de sécurité dans un État démocratique et bien d'autres. Une position commune claire et des stratégies de plaidoyer pour une relecture qui rend efficace et applicable le protocole adopté et signé à Dakar le 21 décembre 2001 seront les points essentiels sur lesquels les participants se pencheront ensemble. Nous allons discuter autour du protocole, qui est un protocole additionnel qui s'intitule Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Donc c'est un protocole qui passe en revue plusieurs aspects. Les aspects de démocratie, avec les élections, la transparence des élections, l'observation électorale, le rôle de la CEDEAO dans la sous-région, le rôle de l'armée également dans les démocraties. Et je crois que c'est très important qu'on puisse aborder ce sujet. Le protocole parle également de tout ce qui est bonne gouvernance, la place des femmes, la place des enfants, la place des jeunes, etc., etc. Des recommandations seront faites à l'endroit des chefs d'État à la fin de cette rencontre de réflexion. Recommandations qui permettent d'améliorer la démocratie et d'améliorer la gouvernance dans l'ensemble de l'espace. Chaque pays a ses particularités, chaque pays a ses problèmes certes, mais comme quelqu'un l'a dit lors de la conférence de presse, la trame de fond est la même. Et donc, nous devons arriver à trouver les voies et moyens pour que chaque société civile qui partira avec une copie des recommandations puisse véritablement impacter les réformes dans son pays. Il faut que les choses changent et il faut qu'on sente beaucoup plus l'action de la société civile. Ce sommet citoyen sous-régional sur la mise en œuvre du protocole de démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO se tiendra du 13 au 15 juillet 2017 au Togo. Là, l'élément nous parle de la bonne gouvernance et de la démocratie. Aujourd'hui, un acteur clé de cette bonne gouvernance et de la démocratie, c'est la société civile. Que pensez-vous de notre société civile? Vous savez, j'ai beaucoup fait la société civile et la bonne gouvernance et la démocratie a été toujours la clé de voûte. Voilà, et surtout le sujet que nous avons tant développé, ce n'est pas aujourd'hui. Je me réjouis de voir aujourd'hui ce mot qui sont dans la bouche de beaucoup de Togolais, et surtout des associations qui parlent de bonne gouvernance, et démocratie et droits de l'homme. Si vous allez en arrière depuis 2006, 2005-2006, nous déjà au CTSD, mon organisation, le Comité Togolais pour la suite de la démocratie, jusqu'à ce jour a toujours opté pour la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme et la corruption. Nous avons beau crier, nous avons tout fait. Mais si aujourd'hui il y a des organisations qui reprennent ces sujets et commencent, et surtout au niveau international, je ne peux que les acclamer. C'est une très bonne chose. Maintenant, reste à savoir comment est-ce que ça sera fait. Il ne s'agit pas de le dire. Nous l'avons dit, mais est-ce que c'est fait? Ce n'est pas fait. On a toujours tiré, on a toujours essayé d'amener nos gouvernants vers cette bonne gouvernance, mais je ne pense pas que jusqu'à ce jour, on peut nous noter que nous sommes un pays qui a amorcé la bonne gouvernance. Mais je pense que ça va tomber dans leurs oreilles et ils vont essayer de faire. Sinon, la société civile est une chose très importante dans un pays. Très, très, très importante, et que un gouvernement responsable doit écouter la société civile. Doit l'écouter parce que, après tout, nous nous retrouvons tous au sein de cette société civile que nous sommes, avant de nous retrouver au sein des partis politiques. Et d'ailleurs, dans les pays développés, c'est les sociétés civiles
qui sont derrière les partis politiques. C'est les sociétés civiles qui vont, au fait, discuter et apporter des idées aux partis politiques. C'est pour cela que nous, les partis politiques, nous devons prêter beaucoup d'attention et avoir beaucoup d'égards à ces organisations civiles, les écouter, apprendre d'eux. Parce que, en Turquie, les organisations civiles, par exemple, sont dans la masse. Elles sont dans la masse et si nous n'apprenons pas d'elles, nous perdons. Mais ce qui se fait, c'est le contraire ici. On insulte même la société civile. On les prend comme des rien du tout. Mais au même moment, quand on a des problèmes, on retourne encore vers ces sociétés civiles. Même des fois, la société civile est manipulée. Manipulée, des fois, la société civile togolaise est manipulée. Donc, quand nous voulons parler, des fois, c'est comme si la société civile togolaise n'est pas manipulée. C'est ça aussi le problème. C'est pour cela qu'il serait quand même judicieux que la société civile se reconsidère, dit que vraiment nous représentons une force. Donc il ne faut pas accepter, il ne faut pas qu'ils s'acceptent de cette façon de se faire manipuler. Et c'est vrai, parce que la pauvreté fait que on vous présente les 200, les 300 000 CFA, 1 million, 2 millions, bon, je vais m'acheter une voiture deuxième main aussi, et ça va me servir. Bon, quelque part, tu commences à prendre, et puis tu n'es plus là. Mais quand on n'est pas là, on crie, on dit, mais vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas pour que ça marche. Et quand on est là, c'est zéro. Alors, finalement, la question là, c'est, je pense que nos gouvernants n'ont qu'à essayer d'ouvrir grandiosement les oreilles pour écouter ce que nous disons. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est important. Mais est-ce qu'on nous écoute? Ils parlent de la CEDEAO. Moi, je veux qu'on vienne dans notre Togo, qu'on parle vraiment du Togo avant d'aller parler de l'international. Parce qu'il est beau qu'on parle de l'international quand dans le pays, on n'arrive pas. Je nous rappelle que la première édition a été faite l'année dernière. Oui, oui, je pense que j'ai même eu à avoir un débat sur Radio Zéphyr avec quelqu'un sur ça. Alors, de toutes les façons, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose, quitte à ce qu'on nous écoute, ou bien qu'on les écoute, que nous les écoutons. Nous allons terminer avec un peu de relaxation. C'est aussi l'émission, c'est la dernière partie de cette émission. Monsieur Laurent apprécie quel genre de femme? Quel genre de femme? Oui. Ah, j'apprécie ma femme. Oui, elle est comme... Quel genre de femme qu'est ma femme? Elle est comme... Ma femme, elle est moyenne. Elle est un peu courte que moi, personnellement. Et très intègre. Elle est vraiment intègre. Et puis, elle me guide beaucoup. Voilà. Elle est au pays ou bien elle est à... Elle me guide beaucoup. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de chance, ou bien c'est une chance pour moi de l'avoir comme une femme. Parce que des fois même, j'essaie, avant d'agir, de faire quoi que ce soit, je me trouve dans l'obligation de lui poser la question. Et c'est de voir si peut-être je n'en fais pas trop. Mais je pense que je reçois de bons conseils. De toutes les façons, elle donne ses conseils et moi-même, j'essaie au fait aussi d'analyser et de voir le bon côté. Bien, elle n'habite pas le Togo, elle est en Suède, mais elle est togolaise. Mais elle est en Suède et puis elle vient aussi souvent au pays, nous sommes souvent au pays. Voilà. Un adage dit, l'homme fidèle, c'est celui qui n'a pas trouvé l'occasion d'être infidèle. Est-ce que vous êtes d'avis avec cet adage? Que l'homme fidèle, c'est celui qui n'a pas trouvé l'occasion d'être infidèle. D'être infidèle. Ce qui veut dire que tous les hommes... Non, je pense que c'est vrai. C'est parce que le moment peut venir et rapidement, on peut... décliner. Voilà, donc quelque part, je peux le dire. Tout simplement, c'est qu'il ne faut pas non plus chercher l'occasion. Il ne faut pas non plus chercher l'occasion d'être fidèle. Sinon, vous savez, je voyage beaucoup. Nous qui voyageons souvent, ce n'est pas seulement le Togo. Hein. Je fais un peu partout, beaucoup de pays, et seul voyager. Alors la question est de savoir
si vraiment on arrive... Donc, il vous a une fois arrivé de succomber à cette tentation? Et je peux nous dire que des fois, tu regardes. Ça peut t'amener à glisser, mais quand tu penses derrière, tu peux rapidement te ressaisir. Et voilà ce qui se fait. La dernière question, quel est votre plus grand rêve? Mon rêve, c'est de voir ce pays vraiment réussir. Je veux voir le Togo réussir, en toute sincérité. Et si même je ne vois pas le pays réussir, même après ma mort, il faut que ce pays réussisse. C'est pour cela que je me bats par tous les moyens pour me faire écouter. Je ne suis pas obligé de prendre le pouvoir. Mais si je prends le pouvoir, je transformerai ce pays. Ça, je le dis. Je n'ai pas besoin de grands projets, je n'ai pas besoin de grandes choses, mais avec les petites idées, avec les hommes et les femmes, de bonne conscience, je pense que nous allons réussir. Donc, mon rêve, c'est d'avoir ce pays réussi. Et c'est tout. Je ne veux pas de choses. Avoir les enfants du Togo rire ensemble. Que tous les enfants aient de sourire aux lèvres. Que demain, ce pays puisse devenir un pays parmi les nations. Merci. Que Dieu puisse écouter votre prière. Toute chose a une fin. Et nous voici au terme de cette émission. Merci de l'avoir honoré de votre présence. Merci beaucoup. Merci. À vous, chers téléspectateurs, je n'ai d'autre mot que de vous dire merci parce que vous avez passé un temps avec nous. Vous avez puisé des éléments. Alors, bonne suite sur la chaîne de l'espoir. Au revoir et à la semaine prochaine.